Comme vous l'aurez deviné sur cette table ronde, on va évidemment parler de l'allée vert et commencer par essayer de donner une définition. L'allée vert, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire et pourquoi? Donc on va vraiment travailler ensemble sur cette petite table ronde à vous proposer une définition. L'allée vert, bien sûr, c'est plus que de simples visites. Ça inclut des actions très variées de soutien, être présent, être à l'écoute, orienter les personnes vers des structures adaptées, offrir un accompagnement personnalisé, fournir une aide. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'adopter cette démarche d'aller vers? Comment est-ce qu'on doit l'aborder? Quelle est la posture à adopter pour être efficace, pour être respectueux? Ce sont autour de ces questions essentielles qu'on va discuter lors de cette table ronde. Donc moi, je m'appelle Aude Niadanou, je suis la fondatrice d'une agence d'innovation en santé qui s'appelle L'Hôpital. Je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui parce que moi-même, je suis beaucoup dans des démarches communautaires pour que les personnes qui cherchent à faire évoluer le système de santé puissent s'entraider. Donc si vous cherchez un peu l'Hôpital, ça s'écrit L-O-W-P-I-T-A-L, vous pourrez accéder à de nombreuses ressources comme un podcast qui s'appelle Les Transformateurs, dans lequel j'ai eu la chance d'interviewer Nicolas Bloin, que tout le monde connaît ici, je pense. Et il y a aussi une communauté d'échange. Donc voilà, je vous inviterai à aller voir si vous voulez. Et je suis en très bonne compagnie. Donc j'ai avec moi Benjamin Bégard-Mercier, co-responsable de la structure Paloma, donc qui est une association de santé communautaire qui vise à améliorer les conditions de vie des travailleuses du sexe en Loire-Atlantique. L'association propose des actions d'aller vers, d'accompagnement aux droits et aux soins, de lutte contre les violences et des actions de développement communautaire qui constituent les piliers de l'association et qui portent également un plaidoyer en faveur de la décriminalisation de l'activité. Je vais y arriver. Merci d'être là, Benjamin. Merci à vous de nous avoir. Il y a également Bertrand Vialat, directeur de l'Union départementale des associations familiales de la Loire, aussi surnommé l'UDAF. Bertrand, en tant que véritable homme de terrain, a toujours eu à cœur de participer à la création et au déploiement d'initiatives pour améliorer, faciliter le quotidien des habitants et des professionnels, tel un chef d'orchestre qui dirige les professionnels pour adoucir et rendre plus facile la vie de chacun et chacune. Mais on va très vite rentrer un peu plus dans les activités très concrètes, évidemment, de l'UDAF. Et puis, merci beaucoup d'être là, Bertrand. Et puis, on a aussi avec nous Laurent Abadi, qui est infirmier coordinateur prévention santé à Gers Solidaire. Donc avec un petit accent très agréable à écouter, hein, que vous allez découvrir. Et donc Gers Solidaire, c'est un réseau innovant d'échange et de partage qui a la forme d'un groupement d'intérêt public. Et donc Laurent pilote un projet sur les permanences de santé sur les lieux de distribution d'aide alimentaire. Et donc, ils vont avec ses collègues à la rencontre des gens lors des distributions alimentaires pour leur parler de prévention et les aider à recréer un parcours de soins. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première question pour Bertrand. Je vous invite à donner une définition pour vous de l'allée vers. Est-ce que vous pourriez donner une définition en une phrase et bien sûr l'illustrer en expliquant les actions que vous menez à l'UDAF? Alors en une phrase, ça va être compliqué, mais bon, comme tout à chacun, c'est d'aller à la rencontre pour rendre visibles, je dirais, les services de proximité, d'échanger sur des bassins de vie de tout à chacun, parce que chaque bassin, chaque territoire a sa façon d'appréhender et la solidarité entre autres. Et je dirais, c'est ce qui est important dans cette notion du aller vers aussi, c'est la notion du temps. Il n'y a pas de temps, c'est du lien, c'est de l'écoute en premier lieu, et de l'échange, et après de l'orientation. Alors quand on a préparé cette table ronde, j'avais beaucoup aimé une notion que vous aviez abordée. Vous aviez parlé d'une idée de non-rendez-vous et de rendez-vous de territoire plutôt que rendez-vous avec des personnes. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus ? Oui, c'est vrai que nous, on a appréhendé l'aller vers, aller dans les animations, je dirais, du bassin de vie. Ça va être les jours de marché, les jours de manifestation, où les gens ont tendance à se rencontrer, être vraiment sur les bourgs-centres et sur cette animation-là, alors que ce soit en ruralité, que ce soit en périurbain, que ce soit en quartier politique de la ville et autres.
Et c'est vrai que ce qui est important dans nous, l'initiative au départ, c'était juste, comme on est une union départementale des associations familiales, l'idée était venue des différentes associations de dire, voilà, on n'a plus de visibilité vis-à-vis du public, parce que même si on a un grand maillage à foison d'associations pouvant venir aider ou autre, les gens ne viennent plus nous voir, ne savent plus qu'est-ce qu'on fait, dans quel domaine, etc. Donc, on est parti du principe d'aller à leur rencontre et de mettre, au départ, on avait des lieux de 300 mètres carrés, on a dit on va mettre tout ça dans 11 mètres carrés. Alors, au début, c'est parti de juste l'idée de, un peu comme un guichet d'orientation, un peu à l'office de la personne, pas un office de tourisme, mais de la personne. Dans un camion, hein, c'est ça? Dans un camion, voilà. Donc, on arrive avec, on était à l'écoute des besoins et après, on a orienté auprès de l'association, de l'institution, et on les aidait à prendre rendez-vous et autres. Et très vite, on a été débordé par des demandes complémentaires qui étaient « mais aidez-nous à faire nos démarches administratives ou autres, etc. » Donc c'est vrai que la conception du camion a été faite d'une manière, au départ aussi, c'est pas un camping-car, c'est vraiment un camion dédié, et je vous inviterai à venir nous voir, réalisé par tout ton camion sur la conception. C'est qu'elle soit assez mobile, c'est-à-dire que d'un autre côté, qu'on puisse avoir accès à tout l'aspect informatique et numérisation, et d'autre part, qu'on puisse aussi adapter ce camion pour faire de l'information collective jusqu'à 8 personnes à l'intérieur sans pouvoir, je dirais, avoir une salle ou autre par une municipalité. Et très vite, donc, on s'est retrouvé dans cette démarche. Et ce qui est important, c'est, comme vous le disiez, c'est le sans rendez-vous. Et je crois que le sens même du sans rendez-vous est intéressant parce que les gens viennent au départ juste par curiosité, après par un peu information et après par traitement. Et le aller vers, il doit y avoir une récurrence. C'est pas je viens une fois et je m'en vais. Alors on peut faire ça, hein, c'est pas de souci. Nous par exemple, on tourne sur 6 mois sur un bassin. On traite ces questions-là et on associe avec nous aussi, on a voulu avoir un nom Maison de la Famille qui est un peu indolore pour tout le monde. Et on associe aussi des partenaires qui peuvent être le département, la sécurité sociale ou autre, etc. C'est-à-dire, et les gens ne savent pas à qui ils ont affaire, mais voilà, et après on vient. Il n'y a pas une stigmatisation ou une chose intéressante. C'est ça aussi le aller vers. Merci beaucoup. Donc vous installez les camions justement sur les places de marché, etc. Les gens viennent à vous sur cette modalité-là. Laurent, vous allez à la rencontre de personnes qui, si vous me permettez de le dire comme ça, vous ont rien demandé, puisque vous allez leur parler de santé alors qu'eux sont venus à une distribution alimentaire. Et donc, ça m'amène à vous poser la question, comment est-ce que via un point d'accroche donné, on peut étendre l'échange à d'autres problématiques qui sont rencontrées par les personnes? Alors, bonjour à tout le monde. Oui, alors nous, notre spécificité, c'est le public que l'on touche, c'est les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et nous, on tient les permanences au moment de la distribution. Donc, les gens ne viennent, comme vous disiez, ils ne viennent pas pour avoir du soin ou de l'information, ils viennent chercher leur colis. Et le plus gros de notre difficulté et de notre travail, c'est justement donner à ces gens une information à ce moment-là qui n'est pas propice justement à ce temps, voilà, pour essayer de créer chez eux un besoin qu'ils n'ont souvent plus, pour donner de l'intérêt à retrouver un parcours de soins, voilà, et qu'ils puissent libérer leur parole. Et pour qu'après on puisse les aider sur toutes leurs démarches, autant en santé que sociale, familiale et d'accès aux droits. Voilà. Merci beaucoup. Il me semble que vous avez également un véhicule, un camping-car, qui a aussi d'autres actions autour de la vaccination. Vous voulez nous en dire un peu plus? Oui, alors on s'était rendu compte que, enfin, on est au milieu de la distribution alimentaire, donc on a des endroits où ils sont plus propices à notre venue, où on a des endroits qui nous sont dégagés, des bureaux, mais tous les endroits ne sont pas identiques. Donc on s'est retrouvé avec certaines difficultés pour avoir des endroits un peu plus intimistes, pour pouvoir avoir des entretiens ou mener certaines actions. Donc le camping-car, qui était au début un service public itinérant qui avait été budgétisé par le budget participatif du conseil départemental du Gers pour les conseillers numériques.
on se l'a un petit peu approprié et voilà. Et donc on a en collaboration avec des partenaires, notamment sur la vaccination, on fait des campagnes de vaccination depuis 1 an et demi sur le tétanos, enfin voilà, et que les gens puissent savoir aussi qu'ils en sont de leur parcours vaccinal. Et les gens peuvent se faire vacciner, mais aussi on mène des actions autour du dépistage des cancers, avec la Ligue contre le cancer notamment, le mois sans tabac, le diabète, l'addiction. On essaie en fait d'amener l'information que les gens n'ont pas sur les lieux où on intervient. Voilà. Et d'amener aussi un petit peu plus des dépistages ou de la sensibilisation. Merci beaucoup. Benjamin, vous vous adressez, vous, à un public très particulier, puisque c'est celui des travailleuses du sexe. J'imagine que la posture que vous adoptez est vraiment essentielle pour créer un lien de confiance. Oui, je ne dirais pas que c'est forcément un public particulier. Il est particulier parce qu'il est très stigmatisé et marginalisé. Et il y a énormément de représentations aussi sur ce qu'est une travailleuse ou un travailleur du sexe. Et c'est vrai que notre posture, on est une asso communautaire et on vient vraiment des années SIDA et de la lutte communautaire, parce qu'on part du principe qu'en fait les personnes concernées sont les plus à même de lutter contre les violences, d'être garantes de leur santé sexuelle. Et du coup, en fait, on est plusieurs travailleurs et travailleuses du sexe dans l'association, que ce soit au CA, dans l'équipe salariée ou dans les bénévoles. Donc c'est vrai que les tournées se font beaucoup avec il y a pas mal de femmes nigérianes qui nous accompagnent, qui sont toujours, qui ont arrêté l'activité, aussi des travailleuses du sexe sur Internet. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un espace qui leur appartient, dans lequel on peut parler de tout librement, sans jugement. On vient de la réduction des risques, donc l'idée c'est vraiment de faire au mieux et de ne pas juger s'il y a des pratiques à risque, mais de limiter les dégâts. Et c'est vrai que ce fonctionnement communautaire, il permet de valoriser les savoirs expérientiels. Et l'idée de l'Aller Vert, c'est quand même avant tout de créer ce lien de confiance, de créer les communautés, de les renforcer, et ensuite de ramener vers le local qu'on a sur Nantes. Donc vous aussi, c'est un camion que vous installez dans la rue, et il y a aussi ce local vers lequel vous pouvez renvoyer les personnes. Ouais, c'est ça. Le camion, en fait, il est itinérant. Du coup, on va vraiment sur les lieux d'exercice. Et il existe depuis 2000. À l'époque, c'était un programme de Médecins du Monde. Et du coup, il est très identifié. Enfin, s'il y a une semaine où on passe pas, on se fait harceler de messages et insulter parce qu'on n'a pas respecté la routine. Et c'est vrai que ça nous permet d'aborder des nouvelles personnes qui viendraient d'arriver. On est parfois la première association que rencontrent des personnes exilées qui n'ont absolument pas accès à leurs droits, qui parfois savent même pas que la prostitution est légale en France et qui ont du coup de fait peur de porter plainte à la police pour agression. Et donc c'est vraiment nécessaire de montrer qu'on peut tout dire et que l'endroit est le plus safe possible, pour qu'ensuite on puisse faire des accompagnements beaucoup plus subtils et individualisés au local, et aborder des questions aussi, des questions d'exploitation, ça arrive, de traite, et on est de plus en plus identifié sur ces questions-là, et on a aussi du coup pas mal d'orientations de partenaires qu'on a pu former par le passé. Quand on a préparé, vous m'aviez aussi évoqué la difficulté pour certaines personnes d'accéder au camion, de peur d'être dénoncées ou de peur de perdre certains accès aux droits. Enfin, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? C'est particulièrement présent en ce moment avec... alors ça va être peut-être un peu... Je vais essayer de faire ça très court, mais il y a le parcours de sortie de la prostitution qui est le volet social du gouvernement pour... abolir la prostitution et sauver celles qui sont considérées comme des victimes. Et c'est une espèce de programme d'insertion qui engage la personne à signer un papier avec la préfecture s'engageant à ne jamais retourner se prostituer. Et ce qui fait qu'en fait,
ces personnes, l'enjeu c'est de maintenir le lien de confiance et ça c'est vrai que ça devient assez compliqué parce que il y a une grosse augmentation, on est sur une 50aine de personnes potentiellement qui vont passer chaque année dans ce parcours. Et voilà, c'est de leur assurer qu'on ne va pas les dénoncer et que si elles sont dans la rue, elles sont les bienvenues dans le camion et qu'on peut distribuer des préservatifs, on peut les accompagner sur tout ce qui a lieu avec l'activité. Merci beaucoup. Laurent, je reviens vers vous pour parler un peu collaboration. Je sais que vous travaillez vraiment en lien avec beaucoup d'autres acteurs de votre territoire. Lesquels et comment est-ce que vous vous coordonnez ? Alors, la plus grosse des difficultés qu'on a eues au départ, c'est déjà d'être reconnu. Alors, et à la fois par les bénéficiaires, créer ce lien de confiance là, qui est nécessaire pour pouvoir rentrer en contact avec eux et qu'ils acceptent notre venue. Et après, c'était de savoir tout ce qui se passait sur le territoire. Comme disait Bertrand, il y a plein de choses sur les territoires, des associations, plein d'actions qui se passent autour de la santé, du social. Donc on a rencontré, depuis 2 ans et demi, on continue toujours à les rencontrer, tous les partenaires. Alors, maintenant, c'est un peu plus facile parce que c'est eux qui viennent vers nous, parce que on a... Enfin, je ne dirais pas que c'est une chance, parce que le public, il y aurait moins de bénéficiaires de l'aide alimentaire, ce serait mieux, même si on ne pouvait plus avoir besoin d'être là, ce serait déjà très bien. Mais on a le public et du coup, il y a plein d'associations qui font de la prévention ou de l'accompagnement qui viennent avec nous de plus en plus maintenant. Donc on a notamment un service d'accès au droit à la CEPAM du Gers qui s'appelle Passerelle qui viennent avec nous. Et ça permet de rentrer, de donner accès au droit à des personnes qui n'en ont pas, donner des informations. Et il y a plein d'autres associations comme ça qui interviennent et qui viennent avec nous. Donc on a établi un calendrier avec des actions communes. Donc on part ensemble avec les partenaires sur les lieux de distribution alimentaire. Et on s'est aperçu avec mes collègues que même si on essaie de balayer toutes les problématiques que les gens peuvent avoir, on s'est rendu compte que quand ces professionnels spécifiques viennent, du coup ça déclenche quelque chose auprès du public. Et voilà, pour nous, il n'y avait pas eu de verbalisation de cette problématique. Et là, en fait, on s'aperçoit que voilà, ça déclenche quelque chose. Donc voilà, il y a beaucoup d'intérêt à tout ça. Et après, sur la collaboration, donc on a fait un comité technique aussi pour essayer d'être reconnu, identifié avec tous les partenaires gersois pour essayer de travailler ensemble. Donc on a essayé de mettre en place des ateliers autour des freins. Bon, c'est beaucoup de travail après, on est resté là encore pour l'instant. On n'est pas très vieux, on n'a que 3 ans, 2 ans et demi d'ancienneté. Mais du coup, ça a permis de nous identifier. Il y a plein de choses qui se passent, la création de CPTS, des chargés de coordination territoriale aussi autour de la santé. On essaie d'être là, de participer à des rencontres, de s'intégrer au mieux. On fait partie des COPIL, il y a pas mal d'organisations aussi qui font des réunions multiprofessionnelles. Voilà, donc on essaie de s'intégrer pour savoir ce qui se passe dans le Gers, notamment sur des journées santé solidaire, pour qu'on puisse orienter au mieux après les gens sur les territoires, parce que la mobilité reste quand même un des grands freins à l'accès aux soins. Je rebondis ce que vous avez dit, que parfois le simple fait qu'il y ait la présence d'un autre acteur, ça ouvre un champ pour compléter l'accompagnement. Est-ce que vous auriez un exemple concret pour illustrer peut-être d'une personne que vous avez accompagnée, puis en fait finalement ça a ouvert d'autres sujets ? De tête, après sur l'accès au droit, c'est flagrant. On a la chance d'avoir 2 partenaires qui ont la même démarche que nous, d'aller sur la posture. On parlera tout à l'heure peut-être de posture, mais voilà, qui ont un discours très, très apaisant, voilà, sans jugement. Elle laisse le temps aux gens aussi d'arriver au moment où c'est opportun pour eux. Et ça, c'est très important.
Et ça arrive souvent où quand on voit des gens là, comme ça, on leur parle d'accès au droit, la mutuelle, tout ça, ils disent oui, oui, et puis il suffit qu'elles arrivent et derrière ça déclenche ah, mais j'ai une question, et puis en fait on s'aperçoit que dans le droit, ils n'ont peut-être pas de C2S ou ils l'ont eu et elle s'est arrêtée, ils n'ont pas fait de renouvellement, enfin voilà, plein de situations cocasses comme ça qui font que on s'aperçoit que les gens après nous disent des brins de choses comme ça de temps en temps. Il faut qu'on arrive à tout resserrer pour pouvoir avoir une analyse un peu plus globale. Merci beaucoup. Bertrand, je me tourne vers vous. Donc vous avez, on l'a dit tout à l'heure, des camions, des véhicules, mais vous allez au-delà de ça, puisque vous proposez aussi d'autres services qui constituent un peu une autre forme d'aller vers, notamment des bornes numériques. Comment est-ce que vous voyez le futur de l'aller vers ? Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant dans l'aller vers, c'est que ça rend visible une problématique à un endroit, sur un bassin ou autre. Après, c'est vrai que pour l'instant, on reconstruit que l'histoire, hein, c'est-à-dire on n'a pas réinventé, on a juste réinventé et modernisé un petit peu ce qui se passait il y a déjà 30 ans, etc. Et nous, sur notre programme, c'est à un moment donné, suite à ces années d'expérience, et d'autre part, on est Espace France Service aussi itinérant, donc ça facilite. Et on s'est aperçu que de plus en plus, on a ce qu'on appelle, nous, découvert les tiers de confiance, des lieux d'accueil où il y a du public qu'on ne verra jamais sur une place de marché, qu'on ne verra pas, voilà, qui seront sûrement peut-être à banque alimentaire ou autre, etc. Donc on est parti du principe en disant, bon, voilà, on peut aller vers eux avec les camions, etc., mais ça va être du one-shot. Ce qu'on a décidé aussi, le aller vers, c'est de réfléchir à se dire, bon, il y a les camions, il y a nos équipes, et puis d'autre part, il y a ces lieux ressources qui peuvent être les restos du cœur, les services sociaux du département, les missions locales, voilà, avec des publics un peu spécifiques. Et cela, pour nous, ce sont des tiers de confiance parce qu'ils ont déjà mis la relation et autres. Et ce qu'on a déployé, on a testé depuis un an maintenant. On a commencé par une mission locale, tranquillement, et nos propres services. Et on a installé des bornes d'accès au droit, comme un espace France Service classique, où ils peuvent aussi scanner leurs documents, faire tout ça, et avec toujours un tiers de confiance. C'est-à-dire, soit c'est l'agent d'accueil qui met en plus, soit c'est de l'autre côté, c'est un réseau de bénévoles qui viennent, etc. Et à cela, après, si vous voulez, ça nous fait, nous, un observatoire aussi des besoins. Et en fonction de ça, après, on vient avec nos équipes, parce qu'on a déployé maintenant, depuis le début d'année, donc une équipe prévention, parce qu'on a vu qu'avec des infirmières prévention, parce qu'au-delà de l'accès au droit, il y a aussi d'autres accès aux soins qui sont apportés. Et là, le prochain aussi... les bornes nous font relever aussi des accès, souvent, c'est plutôt des démarches administratives, CAF, etc., payer des amendes, Parcoursup ou autre, etc. Et chaque borne génère à peu près 3 connexions par jour. Donc là, maintenant, on va en déployer, on va en avoir 13 sur le département et qu'on va faire sur le même principe, c'est-à-dire on va les laisser 6 mois à tel endroit, on va les redéplacer, etc. Donc c'est une autre formule d'aller vers. Et je pense que ce qui est intéressant, comme je vous disais à un moment donné, comme là sur le soin, on va avoir un médicobus aussi en février, donc on va augmenter notre armada. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça, je pense que c'est des observatoires intéressants de secteurs. Et maintenant, je dirais, c'est presque au pouvoir public maintenant de s'accaparer ces données-là et peut-être revoir une cartographie de proximité de services. Voilà, on est en pleine réflexion. Comme je disais, ça met l'accent sur, je pense, repenser la proximité de services du social et du médico-social. C'est très intéressant cette notion d'observatoire des besoins d'un territoire pour pouvoir adapter l'offre en continu. Il y a quelque chose de très adaptable en fait, finalement, dans votre vision de l'aller vers. Vous voulez ajouter quelque chose, Laurent ? Oui, pour rebondir sur ce que dit Bertrand, nous, alors on est financé par l'ARS et depuis le début, on avait comme intérêt, c'était de faire remonter les chiffres, les problématiques du territoire. Donc on a créé un questionnaire santé qui est assez global, aussi bien sur le versant social, familial, dépistage, voilà, et des freins. Et on a bâti après un logiciel qui nous permet de pouvoir
quantifier et à la fois notre activité, mais aussi après le qualitatif et faire émerger en fait tous les problèmes. Et en plus, on l'a vraiment identifié sur chaque lieu de distribution alimentaire. Donc on sait sur chaque territoire les problématiques qui émergent, le public, voilà. Et on arrive à voir de manière assez instantanée une photo du territoire et des problématiques liées. Donc au début, c'était ça aussi qui nous permettait de pouvoir mener après des actions d'information, de prévention sur les territoires qui étaient adaptés aux problématiques que l'on rencontrait. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Benjamin. On a évoqué l'idée des bornes numériques. D'ailleurs, vous avez aussi tous des projets autour de l'inclusion numérique. Et je sais qu'aujourd'hui, vous utilisez aussi, vous, de plus en plus le numérique comme un vecteur pour aller vers vos cibles. Comment est-ce que vous voyez aussi le futur de l'Aller Vert et comment est-ce que vous vous positionnez au-delà du camion maintenant sur de nouvelles manières d'aller à la rencontre de vos bénéficiaires? Du coup, c'est vrai que la cartographie de l'activité a beaucoup changé depuis 2016 avec la loi de pénalisation des clients. Il y a eu d'autres événements et il y a eu le Covid surtout, qui fait que l'activité de rue a vraiment drastiquement diminué. On est passé de pas loin de 250 personnes dans la rue à Nantes en 2016. L'année dernière, on était à 70 et l'année prochaine, on sera à sans doute beaucoup moins. Avec en plus des personnes qui travaillent moins, c'est parfois des mères de famille qui vont travailler pour les périodes de Noël, par exemple. Du coup, on doit s'adapter et on est passé sur Internet, sur les sites d'escorte et sur des sites un peu plus cachés pour des personnes qui assumeraient moins l'activité. Et il y a aussi d'autres réalités de terrain qui nous poussent à ne pas utiliser le camion, notamment des personnes exilées en fait, et pas mal des hommes en fait qui n'ont pas d'hébergement et qui du coup proposent des services sexuels tarifés contre hébergement, sans se revendiquer prostituées en fait, mais ça, aux yeux de la loi, c'est de la prostitution et ça ouvre droit notamment au parcours de sortie qui permet une régularisation des personnes. Donc on ne peut pas y aller en camion parce que c'est stigmatisant, c'est pas forcément pratique et du coup on est obligé aussi d'essayer de parler à ces personnes, ce qui est beaucoup plus complexe. Et c'est vrai que le futur, on essaye de maintenir l'activité du camion parce que c'est nécessaire et qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui vont arriver de manière ponctuelle. Mais ce qui paraît compliqué, je pense que c'est l'Aller Vert dans la rue, en camion, 100% des personnes qui travaillaient dans la rue, on les a rencontrées. Une grande majorité, on les a rencontrées de manière très fréquente au local. Sur Internet, c'est pas du tout la même chose en fait. On envoie des milliers de messages et on a surtout des petits appels sur des questions très précises, mais les personnes exploitées, on n'y accède pas. Et ça, c'est... il y a une nécessité aussi qu'on ait plus de moyens pour ça, que les pouvoirs publics nous financent davantage, parce que du coup on a des chiffres qui sont pas très intéressants et pour autant il y a un travail assez chronophage à mener. Et c'est vrai que ce qui nous fait un peu peur, c'est que je pense que la prostitution disparaît des rues et ça semble un peu acté de quelque chose qui irait vers le mieux pour le gouvernement, mais en fait, on se retrouve avec des personnes davantage isolées qui, au mieux, on va les rencontrer à l'hôpital quand quelque chose sera arrivé. Voilà, désolé pour la formule, mais c'est un peu les seuls moyens de les rencontrer, c'est quand on est allé dans quelque chose d'assez horrible. Donc, on a besoin de savoir qu'on sera soutenu aussi financièrement, malgré des rapports d'activité qui vont plus être aussi impressionnants qu'avant. Merci beaucoup. Alors, je vais reposer une dernière question à chaque intervenant et ensuite on pourra prendre des questions du public. Donc, vous pouvez déjà préparer votre question si vous avez envie d'intervenir tout à l'heure. Et c'est la même question que j'ai envie de vous poser à tous les trois. Tout simplement, imaginons que moi, demain, je souhaite me lancer dans l'Aller Vert. Quels conseils vous me donneriez pour faire ça bien ?
C'est quoi les c'est quoi les bonnes pratiques, quoi? Si vous devez me donner un conseil pour vraiment faire de l'aller vers de manière efficace, adopter la bonne posture, comment on s'y prend bien? Alors après, même si on peut avoir des publics un petit peu différents, mais en gros, si on peut dire le public que l'on a, tous, enfin voilà, c'est des gens souvent qui sont au départ pas demandants, qui sont un peu à l'écart, à la marge, et en fait, c'est leur permettre de pouvoir de nouveau se sentir aidés, écoutés. Et si dans notre démarche on arrive à faire passer ça, bah déjà, je pense que l'aller vers, on a presque gagné, hein, parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas d'interlocuteurs ou des mauvais interlocuteurs. Et si on arrive à trouver, qu'ils arrivent à trouver une ressource dans nos interventions, voilà, moi je pense que l'aller vers, on a gagné. Voilà. Donc c'est la posture, c'est ça, c'est essayer de donner une relation de confiance voilà, qui se gagne par l'écoute, le non-jugement. Laisser le temps aux gens, voilà, et qu'ils arrivent à leur rythme. Alors on parlait de rendez-vous, moi je me dis on a gagné quand justement ils demandent un rendez-vous, ce que tu disais tout à l'heure, là, quand ils râlaient parce que tu venais pas, ben là on a gagné, parce qu'au départ ils demandent rien, et quand notre présence est devenue presque indispensable, ben, c'est chouette. Mais là on a fait le job, je pense. Alors, moi, pour le démarrage, en soi, j'ai eu le département des Deux-Sèvres dernièrement. D'abord, quel public on veut cibler, parce qu'après, derrière, ça va nous permettre de pouvoir déployer quel aller vers on veut mettre en place. Est-ce que c'est de la permanence? Est-ce que c'est du camion? Est-ce que c'est des bornes? Voilà. Donc, au départ, c'est quel est exactement l'objet et qu'est-ce qu'on veut cibler au départ? Parce qu'après, de cette idée va grossir d'autres choses. Mais il faut d'abord se concentrer sur ça. Et après, je dirais, ce qui est hyper important, parce que l'aller vers, c'est une recherche de financement aussi constant, parce qu'on n'a pas des programmes dédiés, hein. On est sur les appels d'offres, on est sur des choses, etc. Donc tous les jours, on veille pour maintenir cette activité-là. Ce que je conseille aussi, ce qu'on n'avait pas fait sur le premier Maison de la Famille, mais qu'on l'a fait sur Médicobus, parce qu'on a tiré les expériences, c'est aussi de créer tout de suite un copil avec les partenaires susceptibles de pouvoir accompagner cette démarche. Ça, c'est hyper important, parce que ça évitera de vous épuiser après individuellement, d'aller les voir et puis de leur expliquer constamment, etc., avec les intentions de tout à chacun et autres. Et je pense que c'est important. Alors, ça les bouscule au départ parce que je dis pourquoi je viens à cette réunion, etc. Mais au moins, ça permet de poser la problématique, poser et tout de suite, et de travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on commence à tisser le réseau, le tissu, aussi bien un réseau partenarial, mais aussi un réseau financier. Ce qui est aussi important parce que, mine de rien, l'aller vers, ça a un coût. Il ne faut pas le négliger. Et voilà, c'est un travail de longue haleine. Moi, je dirais, c'est quel public et partenaire au départ. Merci. Je vous invite à lever la main si vous avez une question et on vous amènera le micro pendant que Benjamin aussi apporte sa réponse. Moi, je pense que ce que je trouve puissant, c'est vraiment la place des personnes concernées. Et c'est vrai que les dispositifs de patients experts qui fonctionnent aussi très bien font qu'il y a quand même j'ai l'impression que l'aller vers est beaucoup plus puissant quand c'est pas une personne non concernée qui apporte des réponses à des choses. Et effectivement, on est des ressources qui sont nécessaires. En fait, on est là pour partager nos ressources. Mais je pense que de développer le communautaire, c'est quelque chose qui est long, mais qui oblige aussi à repenser nous remettre en permanence en question, mais qui est vraiment très puissant quand ça fonctionne. Et voilà, il ne faut pas hésiter à venir en parler dans le camion si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Donc moi, je retiens la posture d'écoute, de non-jugement, le fait de bien identifier la cible et aussi de créer un réseau de partenaires. Et puis d'avoir cet aspect communautaire, d'essayer au maximum aussi de s'appuyer sur des pairs
pour pouvoir apporter une réponse la plus pertinente. Merci beaucoup pour cette table ronde, ces échanges très riches. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour nos 3 intervenants ? Sachant qu'évidemment, ils ont chacun leurs véhicules qui sont aussi installés sur le festival, donc vous pourrez facilement aller les rencontrer, échanger avec eux aujourd'hui ou demain. On a une question là devant. Merci. Bonjour, on est une petite équipe du pôle de santé publique de l'hôpital de Quimper-Concarneau. On fait déjà un peu d'aller vers à l'aide d'une unité mobile et on voudrait le déployer encore plus fort, de façon plus importante. Et concrètement, je voulais savoir si vos équipes étaient uniquement dédiées à l'aller vers, parce que ça prend du temps. Enfin, on a eu l'impression que organiser toutes nos actions d'aller vers, c'est aussi du temps pour nos équipes. Et en fait, on a des consultations autres. Enfin voilà, savoir si vraiment les équipes étaient uniquement dédiées à ces actions. Alors, concernant chez nous, oui, c'est vraiment des équipes dédiées à cela, mais qui travaillent en complémentarité avec nos autres équipes, hein, parce qu'il y a des référencements de public, mais que ce soit psychologue, que ce soit conseiller numérique, que ce soit agent d'accueil, comme je vous ai dit, espace France Service, que ce soit infirmier, prévention, infirmier, soins, etc., oui, ils sont vraiment dédiés à ce aller vers. Après, on commence de plus en plus aussi à les mettre aussi ponctuellement en permanence. Par contre, ce qu'il faut bien vérifier aussi, c'est qu'on ne peut pas être partout. Voilà, on peut pas. Ça demande aussi une coordination, une coopération. C'est vrai que ça demande des moyens assez intéressants et autres. Après, il ne faut pas oublier aussi. On ne peut pas réussir seul. Et quand vous vous mettez sur un territoire ou autre, il faut aussi travailler avec les partenaires. Ça peut être des centres sociaux, ça peut être des assistantes sociales, ça peut être etc. Et surtout, pas, jamais faire à leur place. C'est en complémentarité. Et ce qui est intéressant aussi dans le Aller Vers et ses équipes dédiées, c'est qu'à un moment donné, il y a le contact qui se fait. Et même si on n'est plus là au bout de 6 mois et qu'on va à côté, il y a le lien qui est fait avec les partenaires de proximité et la population. Mais sincèrement, il faut garder quand même cette équipe dédiée pour garder un peu cette cohérence. Après, quand on démarre, je peux concevoir aussi qu'on puisse prendre des personnes un peu ressources que nous avons en interne pour tester au départ la sensibilité. Nous, il y a la moitié de notre équipe qui viennent de notre personnel interne sur d'autres missions et qui ont testé au départ, mais par contre maintenant qui sont confortés. Alors, nous on est... notre structure, on est un groupement d'intérêt public et on répond des appels à projets. Donc le projet, c'était vraiment aller vers. Donc on a eu un budget qui nous a permis de financer l'embauche d'infirmières. Et c'était vraiment la mission première quand même de ce budget. Donc on n'a pas d'autre... nous, c'est vraiment le but de nos actions, d'aller vers les gens. Alors on a des conseillers numériques aussi qui ont et à la fois des permanences sur la CEPAM, la CAF notamment. Ils font dans notre groupement d'intérêt public, il y a un centre social aussi. Donc ils ont des permanences au centre social, mais aussi ils font de l'aller vers sur de l'itinérance. Hein. Voilà. Donc nous, on est vraiment dédiés à ça. Voilà. Alors on a plein d'autres missions, on a des petits appels à projets aussi autour de la précarité menstruelle, projet de la femme aussi. Enfin voilà. J'ai une équipe très dynamique qui travaille avec, où on travaille ensemble, là, qui sont très investis dans tout ce genre de projet. Voilà, donc on essaie, mais ce que disait Bertrand aussi sur la collaboration, c'est très important. Au début, on avait pu aussi être identifié par les maisons de solidarité, par les travailleurs sociaux, parce que l'un des premiers moyens de pouvoir rentrer en contact avec les gens, c'était surtout sur l'accès aux droits. Et déjà, on demandait s'ils ont une mutuelle ou autre. Ça permettait déjà d'avoir une porte d'entrée. Après, quand on avait gagné ça, on était déjà pas mal dans la relation. Et du coup, les travailleurs sociaux, ils avaient pu imaginer. Donc, ça fait depuis tous les ans à peu près, on les rencontre. Bon, comme ça, du coup, on a essayé de tisser un partenariat fort, voilà, pour qu'eux, ils puissent nous orienter et que nous aussi, on puisse après derrière orienter les gens. Voilà.
Et je vais essayer rapidement. Nous on est très multitâche, on est l'équipe complète, 3. Mais du coup, on a essayé par le passé de confier de l'allée vert. Enfin, moi, j'ai commencé comme ça avec une mission où je faisais que de l'allée vert, mais je faisais pas d'accompagnement. Et on se rend compte que c'est pas forcément judicieux parce qu'en fait, si le lien de confiance se crée avec quelqu'un, et ça on contrôle pas, en fait, parfois c'est des bénévoles et moi je m'écarte en fait parce qu'il se passe rien avec moi. Et que du coup, la continuité entre faire de l'allée vert et faire du soin ou faire de l'accompagnement, je pense qu'elle paraît aussi assez importante au risque de perdre quelques personnes. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Oui, au milieu. Ah, et là-bas aussi. Bah, si entre-temps, on peut aussi peut-être amener un micro à cette personne-là pour la question suivante. Et on va commencer là-bas, ouais. Oui, bonjour, Carole Debauche, je suis animatrice en santé publique sur le groupement hospitalier de territoire littoral atlantique dans le 17. Et donc on a un dispositif itinérant et on fait du dépistage. On a une sage-femme au sein de notre dispositif qui fait des palpations mammaires et de la consultation gynéco. Et là où on est en difficulté, c'est qu'on découvre parfois des nodules au niveau mammaire et on est confronté à un public en ruralité et en situation de précarité pour lequel on ne trouve pas de solution pour les acheminer jusqu'à la mammographie qui doit être faite en urgence dans cette situation. J'ai notamment l'exemple d'une personne. Je me suis rapprochée du CCAS, on m'a renvoyé vers l'ADMR, on m'a renvoyé vers un autre service et malheureusement je n'ai pas trouvé de solution pour cette personne par ce biais-là en tout cas, puisque pour acheminer les gens vers un rendez-vous de radiologie, il n'y a pas de prise en charge par l'assurance maladie. Alors, une chance pour moi, entre guillemets, enfin pour elle en tout cas, c'est que cette personne était sous curatelle et que j'ai pu voir avec le curateur pour qu'il prélève de l'argent pour payer le taxi pour l'emmener en radiologie. Et du coup, savoir si vous avez rencontré ces situations et si vous aviez des solutions. En tout cas, moi, ça m'interpelle parce qu'on fait du dépistage et derrière, on n'est pas toujours en mesure d'offrir une possibilité de prise en soin dans des situations qui parfois sont dramatiques. Alors bonjour. Oui, alors la mobilité, ça reste quand même une des grosses problématiques que l'on rencontre. Alors nous, on est un petit département, le Gers, où on souffre aussi de déserts médicaux. Alors le département fait un gros effort parce qu'ils ont créé des maisons territoriales de santé avec des spécialistes, avec des médecins libéraux qui permettent de pouvoir prendre en charge, mais on manque beaucoup de spécialistes. Alors dans le cadre des dépistages, quand nous on en fait, le gros de notre difficulté, c'est de se dire quand il y a des cas positifs, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et donc on a la chance avec l'ARS Occitanie qui met en place un mammobile qui va être déployé sur 3 départements. Il est porté par l'Ariège, mais il y a l'Ariège, l'Aude et le Gers. Et on va bénéficier donc de ce mammobile il y aura Manip Radio qui va faire des mammographies et une gynéco qui va faire de la palpation. Voilà, donc ça nous permettra 5 jours par mois de pouvoir avoir des consultations. Et ensuite, on a la chance d'avoir organisé par la Ligue, c'est une association, le Club des 7. C'est la CEPAM, il y a l'ARS, la Ligue contre le cancer, la Mutualité française qui se sont regroupés pour mettre en place et organiser des journées solidaires autour de la santé, notamment de la santé de la femme et des dépistages, où là il y a des cabinets de radiologie qui sont identifiés avec des prises de rendez-vous pour ces journées-là, qui sont de proximité. Bon, on n'en a pas beaucoup sur le département, on a 5 cabinets je crois qui prennent des rendez-vous pour les mammographies. Et là après,
on avait mis en place un comité technique où on avait identifié les freins, et un des freins c'était la mobilité. Donc on avait recensé en fait avec tous les partenaires du département ce qui existait en termes de mobilité. Et là maintenant on travaille en collaboration avec la CEPAM qui veulent aussi faire un annuaire en gros de la mobilité. Donc on a croisé les infos. Et ce sera du coup quelque chose qui va être, comme tout annuaire, il faut qu'il soit alimenté et mis à jour pour qu'il soit efficace. Mais ça permettra sur chaque territoire de pouvoir voir ce qu'il y a comme possibilité de véhiculer autour de la santé. Voilà. Et il y a plein de petits projets qui se mettent en place, notamment localement aussi. Alors, pour aussi répondre à votre question concernant des fois la suite à donner après derrière, c'est vrai de plus en plus, c'est du rôle des CPTS, ces nouveaux coordinations qui sont là aussi pour faciliter le parcours et l'accès aux soins. Donc premier conseil, si vous avez une CPTS sur votre territoire, allez vers elle, téléphonez et c'est à elle de trouver une solution, je dirais déjà pour le spécialiste ou autre, pour pouvoir accueillir. Après, voilà. Après, je ne dis pas que c'est science infuse, mais en tout cas, c'est par eux déjà que ça doit passer directement à ce niveau-là. Après, concernant la mobilité, il y a plusieurs choses aussi qui peuvent se passer. Vous avez interpellé le CCAS pour la prise en charge au cas où de la mobilité. Bon, s'ils peuvent, tant mieux. S'ils ne peuvent pas, tant pis. La CEPAM, il y a des recours qui peuvent être faits aussi au niveau de la CEPAM. Hein. Il y a des commissions d'action sociale qui peuvent être réalisées aussi pour la prise en charge. Donc ça aussi, il ne faut pas hésiter. Et puis après, vous savez, de plus en plus, ce qu'on voit aussi, comme je vous ai dit, l'Alévert, c'est un observatoire aussi des besoins. Et à un moment donné, moi, je suis en discussion avec des communautés de communes aussi, des fois, parce que comme on ne peut pas aller partout avec les camions ou autres, etc., ils sont, et là, sur le dispositif, par exemple, Médicobus, on va aller sur un bourg-centre et les communes jouent le jeu pour mettre en place, je dirais, des navettes pour amener les gens. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à un moment donné, mais il faut bien sûr aborder ces questions-là. Alors, ça prend un peu de temps, je suis désolé, c'est vrai que dans l'urgence, c'est des fois très délicat de trouver la solution. L'aide à domicile peut être aussi dans la prise en charge sur la démarche administrative. Vous êtes assis à côté du conseil départemental de la Loire, donc vous pourrez leur poser la question. Comme ça, vous êtes visible. Mais en tout cas, il peut y avoir des solutions, je dirais, pratico-pratiques. Il ne faut pas hésiter, il faut pousser les portes. Après, sur le spécialiste, voilà, tournez-vous. Il y a des coopérations qui existent, qui sont financées pour ça. Et il faut insister. CPTS, et allons-y. Merci. Je prends une toute dernière question. Donc, il y avait une personne là au milieu qui souhaitait poser une question. Juste là. On va répondre assez rapidement à cette question-là. Et puis après, je vous inviterai à continuer à échanger de manière plus informelle sur le reste du festival. Oui, bonjour. Alors moi, j'avais une question plutôt d'ordre sémantique. Pour ma part, je travaille davantage sur la mise en place, le suivi et la coordination de projets. Et j'étais un peu surprise, mais du coup curieuse, de vous entendre employer le terme de communautaire à plusieurs reprises. Je voulais savoir peut-être plus précisément ce que vous mettiez derrière, en quoi c'était différent peut-être du terme de collectif. Et si, alors j'ai bien compris la notion de sentiment de sécurité et l'importance d'échanger avec des pairs, mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui pourrait aboutir à un accompagnement peut-être trop spécialisé ou des phénomènes de fermeture et peut-être mettre en difficulté les professionnels qui accompagnent ces communautés et qui ne connaissent pas forcément de façon aussi précise les difficultés auxquelles les gens sont confrontés pour ne pas les avoir vécues lui-même. Voilà. C'est vrai que communautaire plutôt que collectif, c'est que la communauté, en fait, elle naît d'un problème commun et l'idée, c'est de trouver une solution commune. Enfin, c'est un peu la définition très basique. Après, il y a d'autres types de communautés, mais nous, c'est plutôt cet angle-là. Après, l'idée, c'est pas d'être fermé, mais on est quand même de toute façon très stigmatisé et ça reste assez compliqué. En fait, il y a une méconnaissance, il y a une méfiance, ou il y a une peur de nous poser des questions. Enfin, il y a plein de représentations qui font qu'on est de fait mis dans un sac un peu à part. Après, il y a plein de communautés différentes et qui sont aussi des communautés d'appartenance à une culture. Enfin, tout est assez intersectionnel dans tout ça.
Et après, pour ce qui est d'ouverture vers l'extérieur, en fait, c'est notre rôle aussi, c'est d'aller voir les soignants, de leur expliquer un peu la réalité du terrain, la réalité de la traite aussi, qui est souvent, en fait, c'est souvent assez binaire. En fait, c'est soit les personnes l'ont choisi, soit elles sont complètement victimes, et il y a plein de nuances, il y a plein de parcours. Chaque personne a un parcours qui lui est particulier, donc on fait beaucoup de sensibilisation vers les professionnels de santé notamment, pour aborder tout simplement ces questions-là, parce qu'en fait, juste le tabou en fait autour de la question même du sexe de manière générale, en fait, fait que ça c'est compliqué pour les personnes de se confier à leur médecin, et ça fonctionne, parce qu'en fait parfois, c'est des médecins qui nous orientent des personnes qui se sont confiées à elles, et du coup, je ne vois pas dans le communautaire quelque chose de fermé. L'idée, au contraire, c'est de retourner au droit commun. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les lois il y a des lois spécifiques à la prostitution, et nous, on essaye d'être des citoyens et citoyennes comme tout le monde, et d'avoir accès aux mêmes droits que ça. C'est pour ça qu'on parle de travail aussi. C'est que pour nous, derrière, il y a une histoire de droit, une histoire de droit au congé, aux arrêts maladie. Et pour le Mpox en ce moment, c'est assez criant, parce qu'en fait, il faut s'isoler 3 semaines, et quand les personnes n'ont absolument aucun droit aux arrêts maladie, on doit bricoler nous-mêmes en fait un système de santé. Donc plutôt, si je comprends bien, se placer à l'interface, c'est que vous faites le lien, vous aussi, avec les professionnels, pour que ce dialogue soit plus facile. Bon, on va devoir mettre fin à cette table ronde qui est passionnante, mais le temps est écoulé. Encore merci à nos intervenants, je pense qu'on peut les applaudir. Et merci à vous pour votre écoute, votre participation. Et à plus tard, probablement, dans le festival. Merci beaucoup.